La séance est ouverte. Mes chers collègues, l'audition à laquelle nous procédons étant consacrée à une personnalité appartenant à sa famille politique, le président de la commission d'enquête a demandé à se déporter. C'est pourquoi j'ai l'honneur de présider cette séance. Nous recevons donc aujourd'hui M. Philippe Ollivier, député européen. Monsieur le député, chers collègues, je vous remercie d'avoir répondu à notre convocation dans des délais très brefs. Comme vous le savez, notre commission travaille depuis plusieurs mois sur les ingérences de puissances étrangères dans la vie politique, économique et auprès des relais d'opinion de notre pays. Nous souhaiterons à ce titre recueillir votre témoignage concernant les relations que vous entretenez avec la Russie, mais non bien sûr pour vous les reprocher, mais pour établir si vous avez pu être le vecteur d'opérations d'ingérence de la part de ce pays dans la vie politique nationale. Nous interrogerons en particulier sur les voyages que vous avez pu faire en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés illégalement par la Russie. Nous interrogerons également sur vos relations avec des personnalités russes proches du régime de Vladimir Poutine, parmi lesquelles l'oligarque Konstantin Malozeliev. C'est dur à dire. Cette audition, je le précise, est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Je vous laisserai la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes. Puis nous poursuivrons nos échanges sous la forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment. Le serment est de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie, vous avez la parole. Appuyez à droite. Ah d'accord. Merci. Écoutez, très honnêtement, je n'ai aucun lien avec la Russie. Je vais vous surprendre peut-être parce que vous attendiez à ce que j'en ai. Je n'en ai pas. J'ai fait 2 voyages en Russie dans toute ma vie. J'ai fait un voyage à l'occasion de la Coupe du Monde de football en 2018. Et j'ai fait un voyage de contrôle d'élection, on va dire ça comme ça, dans le cadre de mon mandat parlementaire, un voyage qui a été déclaré de manière tout à fait transparente sur le site du Parlement européen et qui est d'ailleurs sur mon site personnel. Et donc tout ça est tout à fait légal. En ce qui concerne le premier voyage, qui était en 2018, je ne suis pas élu, je suis un simple citoyen. Je pars à l'invitation d'un ami français qui est installé depuis longtemps, qui est un ami de 20 ans, qui me dit viens voir, il y a la Coupe du Monde, bon puis voilà. Et j'ai l'occasion de rencontrer des gens, mais vraiment très subrepticement. Et avant, je n'ai aucun contact avec eux. Après, je n'ai aucun contact avec eux. Je n'ai aucun contact, je n'ai jamais mis les pieds à l'ambassade de Russie. Je n'ai aucun contact avec des Russes. Donc, je ne sais pas bien ce que j'ai d'autre à vous dire en ce qui concerne mes liens avec la Russie. Très bien. Moi, j'avais quelques questions à vous poser en préalable des questions de Madame la rapporteure et des autres commissaires présents. Le 27 octobre 2022, France 2 a diffusé un numéro du magazine Complément d'enquête consacré au réseau Poutine en France. Vous y êtes présenté comme entretenant des liens importants avec la Russie, contrairement à ce que vous venez de nous dire. Comment avez-vous réagi à cette diffusion ? Pour être très honnête, je n'ai même pas regardé le reportage, car ça n'a strictement aucun intérêt. Je sais très bien les liens que j'ai, ou plutôt que je n'ai pas avec la Russie, et je pense qu'on est dans une sorte de délire complotiste qui voudrait qu'on ait des liens avec la Russie. Je n'ai aucun lien avec la Russie. Et c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas parce que c'est affirmé par un journaliste que c'est vrai. Il n'y a aucun fait qui étaye cela. Je vous ai dit les 2 voyages que j'ai faits en Russie. Mon histoire avec la Russie s'arrête là. Ok, toujours dans cette perspective, vous êtes allé en Crimée. Pourquoi êtes-vous allé en Crimée occupée en juillet 2020 ? J'imagine qu'il n'y avait pas de lien avec la Russie. Qui a pris l'initiative de ce séjour et comment a-t-il été financé ? Alors, nous y avons été avec un groupe de 5 ou 6 députés. Nous avons été invités par la fédération civique pour aller voir les élections. C'était un référendum constitutionnel qui était organisé. À cette occasion, j'ai eu
j'ai eu la possibilité d'aller en Crimée, et je me suis rendu en Crimée. Pourquoi je me suis rendu en Crimée? Ce n'est pas une position politique, hein. C'était simplement parce que, comme parlementaire, je veux aller sur place. Vous expliquez que c'est une région occupée, et je voulais voir si c'était vraiment occupé. Très honnêtement, je n'ai pas vu que c'était une région occupée. C'est une région qui est totalement russe. Et voilà, j'ai été en observation d'un parlementaire libre qui va faire son travail pour se faire une opinion par lui-même. Comme je vous l'ai dit, ce voyage a été déclaré tout à fait légalement au Parlement européen et sur le site internet du Parlement européen, accessible non seulement au Parlement européen, non seulement à vous-même, mais à tous les citoyens de France. Merci, monsieur le député. Une dernière question avant de laisser la parole à madame la rapporteure. Je reprendrai la parole à la fin. Avez-vous des liens avec l'association Dialogue franco-russe coprésidée par monsieur Thierry Mariani, député européen? Absolument aucun. Je n'ai jamais mis les pieds dans une quelconque réunion du dialogue franco-russe. Je suis très ami avec Thierry Mariani, qui est mon collègue au Parlement européen, mais je n'ai aucun lien avec le dialogue franco-russe. Merci de votre réponse. Madame la rapporteure. Je coupe le son. Je peux les ouvrir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député européen, nous avons bien entendu que vous minimisez, permettez-moi l'emploi de ce verbe, les relations qui vous sont prêtées par un certain nombre d'organes, de médias ou des fondations qui ont pignon sur rue avec la Russie. Moi, je voulais revenir quand même sur ce que vous avez vous-même confirmé à l'instant, à savoir que vous étiez rendu effectivement en 2018 à l'occasion de la finale de la Coupe du monde de football à Moscou et invité par un ami français, dites-vous, et visite à Moscou au cours de laquelle vous avez rencontré Konstantin Malofiev, que vous ne connaissiez peut-être pas avant, en tout cas c'est ce que vous dites, dont acte. Il se trouve, alors est-ce que vous niez la véracité de ces documents, mais que la fondation Dossier Center, qui a produit un certain nombre d'éléments, de production de mails, par exemple, et les a rendus publics à travers notamment des journalistes qui ont réalisé l'émission complément d'enquête dont il a fait état. Certains de ces éléments produits par l'ONG basée à Londres, Dossier Center, font état d'un courriel que vous avez écrit, que vous auriez écrit après votre venue à Moscou pour assister à cette finale, et dans laquelle c'est en quelque sorte un courriel lettre du château, si je puis dire, pour remercier de l'accueil que vous envoyez à un certain Michael, mais courriel dans lequel vous faites également allusion à la rencontre et à la teneur de la rencontre avec monsieur Konstantin Malofiev, semblerait-il, puisque vous écrivez, encore une fois, peut-être allez-vous le nier ou le minimiser, mais si j'en crois Dossier Center, vous écrivez, je cite, j'ouvre les guillemets, et c'est à votre signature, « Les belles rencontres que nous avons pu faire grâce à vous seront d'une utilité décisive pour les prochaines élections européennes. Nous allons maintenant travailler de notre côté à leur donner tous les développements dont la cause a besoin. » Je ferme les guillemets. Pouvez-vous, devant cette commission d'enquête, nous en dire un peu plus sur ce que vous avez écrit, à savoir l'utilité décisive pour les prochaines élections européennes ou les développements dont la cause a besoin s'agissant d'une rencontre avec Konstantin Malofiev? Je vais vous préciser ça sans problème. Donc je suis invité par un ami. C'est un déplacement parfaitement touristique et j'allais dire footballistique. Dans ce cadre-là, il me dit écoute, on a la possibilité de rencontrer Thierry Mariani lors d'une réunion et je te présenterai un ami qui est également chef d'entreprise russe. Voilà, c'est dans ces conditions-là que je rencontre M. Malofiev.
dans une conversation qui est d'ailleurs très banale, où on parle de la situation en France. Je remets les choses en place aussi d'un point de vue du contexte. Nous sommes dans la France de 2018, M. Macron vient d'être élu, et le président Macron a invité Vladimir Poutine au château de Versailles. La Russie n'est pas du tout pestiférée, la Russie n'est pas du tout considérée comme un ennemi de la France. Et j'allais dire, toute la France se retrouve à la Coupe du Monde. Et donc, c'est à cette occasion, et je me dis, tiens, je vais rencontrer Mariani, puisqu'il est question que Mariani intègre la liste des européennes, puisqu'il avait fait un certain nombre de signaux qui étaient convergents et qui permettaient de penser qu'il pouvait nous rejoindre et nous rallier. Je précise également que c'était important parce que en 2017, le parti Front National est totalement défait. On sort de l'élection présidentielle et surtout législative avec 6 malheureux députés qui se battent mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. On n'a pas de visibilité, on est un petit peu effondré, on est en pleine refondation. Et donc on est un parti qui est heureux de se refaire, notamment par le biais de ralliement, un petit peu de visibilité politique en France. C'est dans ce cadre-là que je rencontre Mariani. On va à une réception, je rencontre, il y a un certain nombre de gens. Je ne pourrais même pas vous citer de mémoire les noms qui étaient, parce que je ne sais pas. Vous allez à une réception, il y a un certain nombre de gens, certains prennent la parole, mais je ne peux pas les citer, je ne pourrais pas en citer 3. Et donc voilà, je fais la connaissance de Thierry Mariani, qui par la suite deviendra un ami et nous rejoindra sur la liste et siège avec moi au groupe. Quant à M. Malefeff, je ne le connais pas, je n'ai eu aucun contact avec lui avant. Je le rencontre, on a une discussion d'une demi-heure, on parle de choses et d'autres, et notamment la situation française. Il me fait part de son inquiétude de voir notamment la situation liée à la question migratoire en France. Et puis voilà, on a cette réunion, mais je n'ai pas d'autres contacts avec lui. Après, une fois que vous avez été invité quelque part, vous envoyez un message, je pense que ça vous arrive, Madame la rapporteure, d'envoyer un message de remerciement pour dire que vous avez passé un bon moment avec les invités. Voilà, il n'y a pas de choses particulières, mais évidemment pour moi, la question qui était essentielle, c'était de rencontrer Thierry Mariani, ce qui paraît un petit peu bizarre de le rencontrer en Russie, mais je n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer en France. Pardonnez-moi de me montrer un tout petit peu insistante. J'entends très bien que la courtoisie dont notre pays s'honore, n'est-ce pas, dans les relations avec les uns et les autres, amène à remercier de l'accueil et d'une possibilité de rencontre. Mais dans le mail, encore une fois, que Dossier Center a transmis à un certain nombre de journalistes, il y a un peu plus que des remerciements extrêmement courtois pour la qualité d'un accueil, la gentillesse d'une réception, etc., puisqu'il y a clairement quelque chose s'agissant, encore une fois, ce que vous décrivez comme des belles rencontres qui auraient une utilité décisive pour les prochaines élections européennes. Et nous allons maintenant, j'ouvre encore une fois les guillemets, travailler de notre côté à leur donner tous les développements dont la cause a besoin. Donc on est un peu au-delà du mail de remerciement. Et donc simplement, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'avec M. Malefeff, la conversation a porté également sur des sujets politiques et par exemple sur un projet de mise en réseau, de rassemblement d'un certain nombre de familles politiques de droite extrême et d'extrême droite avec un certain nombre de valeurs et de positionnements politiques communs. Alors tout d'abord, quand vous parlez de droite extrême et d'extrême droite, je ne me sens pas concerné. Donc, en ce qui concerne le reste, non, il n'y a pas eu de proposition d'accéder à quoi que ce soit. Moi, je suis même pas élu. Alors maintenant que les gens étaient plutôt favorables à la philosophie politique que je défends, oui, il n'y avait pas d'insoumis et il n'y avait pas de communistes, bien sûr, mais pour autant, c'était pas c'était une rencontre parfaitement courtoise et amicale et pas du tout un centre de décision d'un complot mondial. Personne ici n'a employé ce genre d'expression. Est-ce que vous pouvez juste... Pardon, excusez-moi, ici c'est les membres de la commission d'enquête qui posent des questions et la parole est distribuée par Monsieur le Président et nous fonctionnons en tandem. Nous fonctionnons en tandem comme je fonctionne habituellement
avec le président Tanguy, notamment la répartition de la parole. Du coup, effectivement, vous estimez, je ne reprends pas du tout l'expression que vous avez utilisée, mais qu'il n'y a pas eu l'amorce d'un commencement de suite donnée à cette rencontre. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, parce que vous nous avez dit que vous n'étiez pas élu à l'époque, quelles étaient vos fonctions au sein du Rassemblement national à ce moment-là? Je n'en avais aucune. J'étais assistant parlementaire de Ludovic Pajot. Mais je n'avais aucune fonction au sein du Rassemblement du Front National à l'époque. Hein. Madame la rapporteure, vous avez terminé? Pas tout à fait. Pas tout à fait, encore, allez-y. Oui. Et donc, quand, que ce soit complément d'enquête ou beaucoup d'autres enquêtes journalistiques, et aussi d'ailleurs le dossier élaboré par l'ONG basée à Londres, Dossier Center, fait allusion à ce projet HALT interne ou au projet de Sainte Alliance, ça ne vous dit rien du tout, vous n'en avez jamais entendu parler? Écoutez, si vous vous renseignez sur moi, vous verrez que je suis plutôt un laïc. Et appartenir à un projet de Sainte Alliance me semble un petit peu curieux. Donc non. J'en profite pour rebondir. Donc, pouvez-vous nous affirmer que vous ne faisiez pas partie, vous ne vous êtes pas rapproché de ce projet All Interne? Non, je sais pas. Non, je n'ai rien signé. Je n'ai rien. Je ne suis même pas au courant de ce projet. D'accord. Donc pour vous, il ne s'agissait pas de la cause commune dont vous aviez besoin? Non, moi, ma cause, si vous voulez, elle est nationale. Et donc, je défends les nations. Et quand je rencontre d'autres patriotes, même s'ils sont lointains, j'estime avoir une cause commune avec elles. Ça ne fait pas de moi des agents de ces pays. Une cause européenne, sans doute aussi? Oui, ça dépend de ce qu'on entend dans la conception de l'Europe. On pourrait en parler, mais ce serait un peu long. Merci. Je vais laisser la parole aux commissaires qui veulent bien s'exprimer. Ces personnes sont-ils inscrits? Monsieur Dumont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Olivier, bonjour. Alors, pour la bonne compréhension de tous, je tiens à préciser qu'on avait été adversaires politique sur deux élections, à la fois les élections législatives de 2017 et les élections cantonales dans le canton de Marque en 2021, pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de problème après, qu'on ne puisse pas reprocher quoi que ce soit. Je voudrais revenir tout d'abord, monsieur le député européen, sur ce qui a été évoqué par madame le rapporteur. Alors je ne sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne, monsieur le président. Est-ce que je peux poser plusieurs questions, réponses? Je passe tout d'un coup. Si ce n'est pas trop de questions à la fois, vous pouvez en poser plusieurs, sinon il faudra peut-être attendre la réponse, sinon on ne pourra pas suivre première. Pour revenir sur ce que vient de poser comme question madame le rapporteur, madame le rapporteur a fait état d'un email qui a été leaké, en mauvais français, par un organisme non étatique, qui expliquait que vous, en effet, je le lis, vous voulez remercier votre hôte de l'accueil et de la gentillesse toujours par rapport à la Coupe du Monde en Russie en 2018, et vous voulez transmettre à Constantin, donc on en a parlé, le témoignage de la gratitude pour les moments amicaux utiles, s'agissant d'une finale de Coupe du Monde où la France a gagné inoubliable. Alors, est-ce que vous reconnaissez avoir envoyé cet email? Bien sûr, non, mais c'est... Pardon, je ne dis pas le contraire, je n'en sais rien. Généralement, quand je suis invité à un dîner, à un repas, à n'importe quelle invitation, j'envoie un mail assez courtois, je dois dire, de remerciements. Donc j'ai dû le faire parce que je le fais de manière mécanique pour toutes les occasions. Et c'est évidemment tout à votre honneur, la politesse se perd régulièrement dans notre pays. En tout cas, je le note. Donc vous faites référence à un Constantin, donc vous confirmez que le Constantin auquel vous faites référence dans cet email est bien le fameux Constantin FF auquel nous faisons référence depuis beaucoup d'auditions dans cette commission d'enquête. Expliquer dans quelles conditions je l'ai rencontré. En particulier, c'était très rapide, enfin, ça a dû être une demi-heure, on a pris un pot ensemble. Voilà, je ne le connais pas plus, je n'ai pas eu de
de contact avec lui avant et je n'ai pas eu de contact avec lui après. Très bien. Monsieur Dumont. Pardon, je vous remercie. Et donc vous confirmez que ce fameux Constantin n'a eu absolument rien à voir, de près ou de loin, dans votre présence, par exemple dans le stade, je crois que c'était le stade Loujniki, si je ne dis pas de bêtises, pour la finale de la Coupe du Monde, et qu'il n'avait absolument rien à voir avec votre présence dans le stade. Je n'en sais rien. Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout eu en ligne ou par quelque moyen que ce soit M. Constantin Malofeff. C'est mon ami français qui m'a invité et qui était la puissance invitante pour moi. Très bien, je vous remercie. 2 dernières questions. Vous étiez membre de l'équipe resserrée de campagne de Mme Le Pen lors des élections présidentielles de 2022. Il avait été fait état d'une potentielle destruction de tracts édités par les presses de votre parti, où figurait une photo de votre candidate avec le président de la Fédération de Russie, probablement pour montrer une stature internationale. Est-ce que vous confirmez la destruction de tracts qui sont sortis des presses de votre parti, comme ça a pu être fait état par la presse? Monsieur le député. Je voudrais bien répondre à votre question, mais je ne m'en souviens pas. Vous savez, dans les campagnes électorales, je ne m'occupe pas forcément des tracts. Je m'occupe plutôt des stratégies, des concepts politiques. Et donc, je ne m'occupe pas forcément du tract. Monsieur Dumont, une autre question? Dernière question. Si nous regardons votre fiche sur le site du Parlement européen, nous pouvons noter que dans la liste de vos assistants accrédités figure une personne qui est Irina Tomakina, et qui, d'après le site Projet Arcadie, présente un profil qui est un peu compliqué à trouver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette personne, comment vous l'avez recrutée, qui vous l'a présentée? Bref, quel est le processus de recrutement, quelle est sa nationalité et quel est le travail effectif qu'elle fait à votre service? Alors, quand il y a eu les élections législatives, il se trouve que pratiquement tous mes assistants ont été élus. Soit ils ont été élus députés, et ils siègent ici, soit ils sont montés comme députés européens, et je les ai perdus comme assistants. J'ai donc été obligé, dans catastrophe, de retrouver des assistants. Le travail parlementaire européen est une chose, mais il y a un travail administratif autour du travail parlementaire, notamment pour tous les voyages. Et comme on est amené à beaucoup se déplacer, alors moi je ne fais pas beaucoup de voyages, mais je fais quand même des déplacements Paris-Bruxelles, Paris-Strasbourg, etc. Il faut quelqu'un pour s'occuper de ça. Je me suis retrouvé donc sans assistant et j'ai été obligé de prendre un assistant de remplacement, qui est cette personne dont vous faites état. Irina, c'est quelqu'un qui travaillait pour un député de la Lega et qui connaissait parfaitement le mécanisme de fonctionnement, de remboursement des frais. Elle part, je l'ai pris pour 6 mois, uniquement pour faire le tampon et pour pouvoir... elle quitte là ses fonctions, puisque je ne renouvelle pas son mandat. Alors, sur sa nationalité, la réalité, elle est de nationalité russe. La réalité, c'est qu'elle est ukrainienne. Elle est née en Ukraine, non pas d'ailleurs l'Ukraine côté russe, oriental, mais côté occidental. Et donc, c'est lui faire un mauvais procès que de penser qu'il puisse y avoir un problème. Il y a tellement peu de problèmes, d'ailleurs, c'est que quand j'ai émis le souhait de l'embaucher, le Parlement européen a fait une enquête, ce qui est tout à fait normal. Et bon, moi, je ne la connaissais pas plus que ça. Elle avait un bon CV, elle connaissait le travail, et c'était ce dont j'avais besoin pour l'immédiat. Et il y a eu 4 mois d'enquête du Parlement européen. Et au bout de ces 4 mois d'enquête, le Parlement européen a donné son accord. Donc moi, je ne suis pas plus royaliste que le roi. C'était pour 6 mois et je la remplace là par une autre assistante que j'ai eu le temps de former en attendant. Monsieur Dumont, vous avez terminé? Merci. Je vais passer la parole à mon collègue Sizenstuhl. Micro, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai aussi plusieurs petites questions. Je les posais d'une après les autres comme mon collègue Dumont. Je pense que c'est plus simple pour la compréhension collective. La première, en revenant donc à votre voyage à l'été 2018 en Russie, alors vous n'êtes pas certain ou vous avez un peu oublié les contacts que vous avez pu avoir directement ou indirectement avec M. Malofeff, contact. En revanche, vous avez beaucoup cité ce fameux ami français. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir qui est cet ami français ? Dans quel contexte il vous a invité?
comment était organisé ce voyage, qui l'a financé et quelle est l'activité de cette personne. Alors, c'est quelqu'un que je connais, qui s'appelle Fabrice Orlin, qui est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, que je revois régulièrement, et qui est installé en Russie depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Voilà. Et je sais qu'il a une entreprise et qu'il est installé en Russie. Dans son activité professionnelle sur place, je ne pourrais pas vous la citer. Et qui a financé ce voyage? C'est lui qui s'est occupé du voyage. Je suppose enfin, moi, je suppose que c'est lui. J'ai voyagé en classe éco. À l'époque, je vous rappelle que j'étais simple citoyen. Je n'avais pas de raison de déclarer le voyage. Je n'avais pas de pouvoir. D'ailleurs, est-ce qu'un député a des secrets d'État? Je n'en sais rien. Et encore moins un assistant. Et encore moins un assistant d'opposition. Et d'opposition non inscrit, c'est-à-dire qu'on n'avait accès à rien. Donc je n'étais pas en soi une cible quelconque. Merci pour ces premières réponses. Alors la deuxième question, bon, je trouve que vous faites quand même peu de cas de la position que vous aviez déjà à cette époque au sein du Front National et auprès de sa présidente. Et d'ailleurs, moi, je tiens à vous poser cette deuxième question pour que quand même tout ça soit très clair, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez aucune fonction. En quelques secondes sur les moteurs de recherche, on trouve qu'en 2018, certes, vous n'aviez plus de mandat électif, que vous alliez retrouver un an plus tard lors des élections européennes, mais que vous aviez bien des fonctions politiques, puisqu'il semble que vous soyez rentré au Bureau national du Front National, désigné, coopté, je ne sais pas comment on dit dans le langage de ce parti, par la présidente Marine Le Pen elle-même lors du congrès de mars 2018. Donc, est-ce que vous étiez bien, à partir de mars 2018, membre du Bureau national du Front National, et donc on peut considérer que vous aviez une fonction partisane, donc politique? Oui, je ne vais pas nier que j'étais engagé politiquement. Maintenant, avoir une fonction, je n'ai aucun pouvoir. Un membre du Bureau national n'a aucun pouvoir dans le parti. C'est pas ça. Je n'étais pas un rouage dans le parti politique. Le Bureau national, c'est à l'époque 40 ou 50 membres qui se réunissent une fois par mois pour parler des affaires politiques. C'est simplement une instance absolument sans pouvoir déterminant. Hein. Et je n'ai pas de fonction, je ne suis pas directeur de service, je ne suis pas secrétaire général, je n'ai pas de fonction opérationnelle au sein du parti. Alors bien sûr que, et c'est un secret de polichinelle, je suis le conseiller de Marine Le Pen, mais je suis un conseiller de manière historique, hein, depuis 2005. Voilà, mais ça n'interfère pas du tout dans le travail que je peux avoir, qui à l'époque un travail d'assistant. Même si je m'occupe évidemment d'action politique, mais je n'ai pas de pouvoir opérationnel. Je vous remercie pour ces précisions, mais qui du coup, pour moi, viennent en fait contredire ce que vous avez dit dans votre introduction et répondu aux premières questions du président et de la rapporteure, c'est-à-dire de choses l'une. Soit vous êtes un simple citoyen, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas d'engagement politique. On ne conseille pas un président de parti. Enfin, je veux dire, ici, on fait tous de la politique depuis certaines années. On connaît les partis. Enfin, on ne devient pas proche conseiller d'un président de parti, fût-il de l'opposition, en étant un simple citoyen. Et on ne rentre pas dans le bureau national d'un parti quand même important, comme l'est le Front National depuis plusieurs années, comme ça, du jour au lendemain. Donc, voilà, le récit qui a été le vôtre au début de cette audition, de dire je suis un simple citoyen et puis j'ai simplement fait 2 voyages en Russie, honnêtement, moi je vous le dis, j'ai du mal à l'accepter. Qui plus est, à partir de 2018, quand vous vous rendez pour la Coupe du Monde et pour voir d'autres personnes lors de ce voyage en Russie, vous êtes proche conseiller de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été au second tour de l'élection présidentielle. Elle a été reçue, je le rappelle, 1 mois avant le scrutin du premier tour de la présidentielle de 2017.
ses liens et son admiration pour Vladimir Poutine sont notoires, donc on ne peut pas considérer que vous êtes un simple Français parmi les 66 millions de Français qu'il y avait à l'époque qui vous rendait comme ça, et en plus, vous ne l'avez pas nié, vous avez rencontré quand même des personnes qui sont plus ou moins dans la galaxie des dirigeants russes. Voilà. Donc, je pense que ce que je veux dire quand je suis un simple citoyen, je n'ai aucune fonction publique. Je n'ai pas de mandat. Je n'ai pouvoir sur rien, je n'ai accès à rien, je n'ai pas du tout de capacité ni d'action ni d'interaction en quoi que ce soit. J'y vais d'ailleurs de manière personnelle, j'y reviens de manière personnelle. Alors après le deuxième voyage, je le fais en tant que parlementaire, et je vous ai dit, je ne l'ai pas caché, je l'ai tellement peu caché que j'ai fait ma déclaration exactement dans les temps, alors qu'un certain nombre de députés la font en rattrapage. Moi, je l'ai fait dans les temps parce que je n'ai absolument rien à cacher. Maintenant, en étant membre du Bureau national, je peux vous dire qu'on a du Rassemblement national. Alors, en l'occurrence, d'ailleurs, vous dites c'est un grand parti etc. Oui, aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, je vous rappelle qu'on est totalement défait. On ne se refait finalement électoralement qu'aux élections européennes. Mais en 2018, on est un parti dont on annonce la mort tous les jours. Donc quand vous nous dites c'est un grand parti qui a de l'influence, etc., c'est une vision d'aujourd'hui, c'est pas la vision de l'époque. Quand vous nous dites c'était la Russie, un pays terrible, etc., pas du tout. C'était un pays que monsieur Macron voulait attirer dans le champ politique européen. Donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je crois que vous ne pouvez pas raisonner aujourd'hui comme nous raisonnions en 2018, au moment d'un événement comme la Coupe du Monde, où l'équipe de France était en finale et où il y avait beaucoup de Français, énormément de Français à Moscou. Oui, troisième question, on avance un petit peu, donc on en arrive au second voyage que vous affirmez faire en Russie, mais on va arriver du coup à la discussion. Donc le 1er juillet 2020, je cite des propos que vous écrivez sur un réseau social bien connu. Je suis actuellement à Yalta, en Russie. J'insiste sur Yalta, en Russie, où une délégation de députés du groupe ID observe le bon déroulement du référendum constitutionnel, organisé, c'est moi qui l'ajoute, par Moscou, bien entendu. Excellente participation du scrutin et organisation exemplaire. Donc en se remettant dans le contexte que l'époque auquel vous nous appelez, on rappelle quand même que la Russie envahit et occupe illégalement, contradiction avec le droit international, la Crimée depuis 2014, que c'est d'ailleurs la position des deux présidents de la République successifs, François Hollande et Emmanuel Macron, de ne pas reconnaître cette annexion et de blâmer et de critiquer, bien entendu, la Fédération de Russie. Et donc vous, voilà, Yalta en Russie, vous reconnaissez cette annexion illégale. Donc je pense que ce serait intéressant que vous nous expliquiez d'une certaine façon cette forme un peu de déloyauté vis-à-vis de la position de la diplomatie française. Écoutez, un élu, c'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui a le droit d'avoir des opinions divergentes. C'est en tout cas ma conception de la démocratie et de la liberté. Je pense que ça ne doit pas être la vôtre. J'ai été en Crimée pour voir si c'était effectivement un pays occupé, comme vous le dites. L'attaque personnelle, monsieur le député, s'il vous plaît. Ok. Continuez. D'accord. Pour voir si c'était un pays occupé. Et j'ai pu me rendre compte que ce n'est pas un pays occupé. C'est tellement vrai, c'est que quand je suis rentré, je me suis dit, mais quel exemple on pourrait trouver? C'est comme si quelqu'un venait m'expliquer, le Nord-Pas-de-Calais, c'est belge. Vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, tout le monde est français, évidemment. Et vous dites, non, c'est belge. En fait, on vit dans l'idée que, parce que Khrouchtchev ou je ne sais qui a rattaché administrativement la Crimée, que c'est un territoire ukrainien. Ce n'est pas un territoire sociologiquement ukrainien. Et le dire, c'est pas en soi hérétique. Je dirais en plus qu'il y a eu un référendum. Le référendum a été pour le rattachement. Donc moi, j'ai le droit d'avoir une opinion qui n'est peut-être pas la vôtre, mais j'ai le droit d'avoir une opinion divergente. Merci, monsieur le député. Merci. Ma dernière question, je précise, référendum non reconnu, hein, bien entendu, par
par notre pays et par l'Union européenne. Ma dernière et quatrième question. Il me semble, alors j'en suis pas certain, du coup, pour répondre, que vous ayez été interdit de territoire en Ukraine. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer ou pas cette information et pourquoi est-ce que l'État ukrainien vous a interdit de territoire? Alors, j'ai été interdit de territoire et encore plus, tous mes biens en Ukraine ont été saisis. Ça tombait bien, j'en avais pas. Oui, c'est une décision qui est automatique à partir du moment où vous mettez les pieds en Crimée. Donc, c'est une décision automatique. Mais pour compléter ce que vous dites et pour être tout à fait complet, j'ai même été sanctionné par le Parlement européen. Le Parlement européen était au courant de mon voyage, puisque je vous l'ai dit, je l'ai déclaré de manière formelle, conformément au texte, et j'ai été sanctionné et on m'a reproché d'avoir été contrôler une élection. Alors, on ne m'a pas reproché le voyage, on m'a reproché d'avoir contrôlé une élection et de ne pas avoir tiré les conclusions que l'Union européenne aurait voulu que je tire. Voilà ce qui m'a été reproché. Et la sanction que j'ai eue au Parlement européen, c'est une sanction qui est prise sur la base d'un texte qui ne concerne pas les élus, qui ont jusqu'à présent une liberté de voyage, je pense, en tout cas c'est la conception de mon mandat, mais les fonctionnaires du Parlement européen qui ne peuvent pas voyager. Donc cette décision de sanction m'apparaît pas très fondée juridiquement. Je la conteste, maintenant je l'accepte et si vous voulez c'était quand même un petit peu indolore, il faut bien le dire. Merci. Vous avez terminé, chers collègues. Avant de passer la parole à M. Tanguy, je vais laisser la parole à Constance qui me l'avait demandé précédemment. Vous avez la parole, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Oui, rapidement, je voulais juste revenir sur le profil de l'ami français qui vous a invité à Moscou pour la finale de la Coupe du monde de football. Vous nous avez dit qu'il s'agit de Fabrice Sorlin. Je prononce bien le mot, il s'agit bien de Fabrice Sorlin que vous connaissez ou que vous connaissiez, avez-vous dit, depuis une vingtaine d'années. Ça n'est pas tout à fait un inconnu pour celles et ceux, je le dis pour les journalistes et puis les éventuels internautes qui regardent ces travaux ou qui auraient l'occasion de les regarder en différé, pour qui s'intéressent un peu au réseau russe, hein, je vais dire ça au sens large, et n'y voyez aucune velléité complotiste dans ma bouche, mais enfin c'est une réalité. Et donc, si vous connaissiez depuis 20 ans Fabrice Sorlin, vous ne pouviez pas ignorer ses positions politiques, ses choix politiques bien connus, encore une fois, qui sont tout à fait légitimes, entre guillemets, et ça n'est pas de cela dont il s'agit, donc qui est connu pour être un catholique traditionnaliste avec un certain nombre de positions en matière internationale et de relations étrangères bien connues, et qui donc a choisi effectivement de s'installer à Moscou. Et donc forcément les personnes qu'il pouvait vous amener à rencontrer lors de ce séjour pouvaient dans votre esprit, je pense, tout naturellement, être de sa sphère ou participer du même, je dirais, entourage intellectuel et politique. Voilà, donc je pense que vous ne pouviez pas ne pas savoir quels étaient les types de fréquentation politique qu'avait Fabrice Sorlin et quels étaient de ce fait peut-être les desseins qu'il pouvait vouloir servir, ne serait-ce qu'auprès des interlocuteurs russes qu'il avait amené à vous faire rencontrer. Encore une fois, que ce soit M. Malofiev ou d'autres dont vous n'avez plus les noms en tête, tout cela converge quand même sur une certaine, voilà, je dirais, école intellectuelle, et tout ça ne pouvait pas, à moins d'être extrêmement naïf, être totalement ignoré de vous. Voilà, c'était juste pour l'éclairage des membres de cette commission d'enquête. Simplement pour vous dire que je ne suis pas catholique intégriste ou traditionnaliste ou autre chose, je vous rassure tout de suite. Je n'ai pas de jugement à porter sur les opinions de mes amis. J'ai un certain nombre d'amis qui n'ont pas exactement les mêmes positions que moi. Pour autant, je n'adhère pas forcément à leur choix philosophiques, politiques, religieux, etc. Et je m'honore de ne pas leur en faire le reproche.
Madame la rapporteure. Je passe la parole au président Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi aussi, évidemment, de la même façon que Monsieur Dumont l'a fait introduction, moi, au contraire, Philippe Ovy, naturellement pas un adversaire politique. J'ai travaillé avec lui depuis des années, depuis 2015, à l'époque sur les élections départementales avec Monsieur Dupont-Aignan, et depuis nous avons des relations de travail régulières, mais aussi des relations évidemment d'amitié. C'est pour ça, évidemment, je me suis déporté de mon poste de président, et je vous remercie d'ailleurs, Monsieur Scanegox, Monsieur le vice-président, d'assurer la bonne tenue de cette commission. Cette chose étant dit, pour ceux qui nous regardent, ma première question, Monsieur Olivier, c'est sur ce mail, ce courriel, donc qui de toute évidence a été leaké. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette fuite d'informations personnelles, si c'est un mail que vous avez vous-même écrit? Est-ce que vous avez été informé par quiconque que soit votre boîte mail avait été piratée, soit que la boîte mail du destinataire avait été piratée, soit que ce mail avait été communiqué à quelqu'un? Enfin, en tout cas, comment on peut expliquer? Est-ce que vous avez eu une information qui permet d'expliquer que cet échange confidentiel, comme malheureusement d'ailleurs d'autres échanges confidentiels, on a pu parler lors de nos travaux des Macron Leaks, ait pu sortir du cadre de la confidentialité? Non, absolument pas. Je n'ai pas été du tout informé de quoi que ce soit. J'ai lu ça dans la presse, j'ai traité ça par un haussement d'épaule. Pour tout vous dire et pour être très franc, tout ça ne m'intéresse pas beaucoup, hein. C'est un mail de remerciement qui semble être une pièce décisive où vous remerciez les gens de manière assez convenue d'une rencontre. Je dois dire que mon téléphone ou mon système d'ordinateur a également été en vedette dans l'affaire du Maroc, puisque j'ai lu dans la presse que les Marocains m'écoutaient, etc. Là aussi, j'ai traité ça par un haussement d'épaule. Mais non, je n'ai pas été informé du tout d'un quelconque piratage. M. Tanguy, une autre question? Oui, merci, Monsieur le Président. Ma deuxième question, vous avez fait mention à un moment, Monsieur Philippe Olivier, au sujet donc de ce projet alterne, donc d'organisation des droites extrêmes et d'extrême droite, comme l'a dit même le rapporteur, sur une ligne. Nos auditions l'ont montré, une ligne effectivement de forme de nouvelle Sainte Alliance. Ça a été souligné par un certain nombre d'experts ou en tout cas d'alliances, de courants qui estiment qu'il y a un problème d'ordre moral, de perte de valeurs traditionnalistes, et que ça expliquerait la pseudo-décadence des démocraties européennes et américaines, ce qui peut faire rire quand on voit l'état de la société russe par rapport à l'état de la société française, ne serait-ce que sur l'espérance de vie. Mais passons sur ce commentaire personnel. Sur ce qui était étonnant, vous avez dit au détour de vos explications que vous étiez un laïc. Et effectivement, dans ces travaux, ce qui m'a étonné, et j'aimerais avoir votre réflexion là-dessus, et peut-être ce qui peut éclairer les échanges que vous avez eus avec Monsieur Malofeff, même s'ils étaient légers, c'est que viendrait faire la famille politique auquel vous appartenez dans cette alliance, puisqu'il y a en France des courants qui se rattachent. D'ailleurs, on a eu dans nos auditions la mention du personnage de Monsieur Xavier Moreau, qui est rattaché au PCD, au Parti chrétien-démocrate. Donc il y a en France un courant politique qui lie le traditionnalisme catholique ou chrétien à une doctrine politique. C'est pas le cas, il me semble, du Rassemblement national, loin de là. Donc moi, j'aimerais savoir pourquoi en fait, comment vous expliquez que vous avez été contacté par cette personne qui, de toute évidence, a une doctrine politique étrangère, on peut qualifier d'ailleurs assez étrangère au consensus français, moins qu'on puisse dire, mais même à la ligne du Rassemblement national, et au sein du Rassemblement national, même à la ligne que vous avez vous-même réclamé porter, laïque. Donc qu'est-ce que vous veniez faire un peu comment vous estimez vous êtes retrouvé dans cet échange? Non, mais j'y vais, un ami m'invite, j'y vais, au hasard d'une invitation, on rencontre des gens. Moi, je venais, je vous l'ai dit, pour Thierry Mariani. Vous m'accorderez que Thierry Mariani n'est pas un ayatollah, c'est quelqu'un de tout à fait laïque et tout à fait respectueux des principes républicains. Voilà, il n'y a pas de comment dire, chez Thierry Mariani comme chez moi, de vision religieuse du tout. Et je suis d'accord avec vous,
on ne serait pas les bons agents de ce type d'alliance. Pas du tout, du tout. Si vous reprenez d'ailleurs mes tweets ou mes propos politiques, et je vous invite à le faire, vous ne verrez pas de tweets qui ne condamnent pas l'agression russe, qui, je me tiens tout à fait à la position qui est la mienne et celle de mon mouvement sur l'agression russe. Donc je ne relais absolument aucune influence étrangère, d'aucune sorte, et encore moins d'influence religieuse d'aucune sorte. Je suis un laïc, je vous ai dit que j'ai travaillé auprès de Marine Le Pen. Marine Le Pen a été celle qui a remis la laïcité au cœur du débat français. Pour tout vous dire, j'étais à ses côtés à travailler sur cette question-là. Je ne vois pas pourquoi je travaillerais à un ordre religieux, quel qu'il soit. Tout ça m'apparaît tout à fait artificiel. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question, que je ne veux pas monopoliser évidemment la parole. Ma dernière question, c'est que, comme l'a souligné Charles Seidenstuhl, vous avez aussi travaillé sur la campagne présidentielle. Une fois plus, en transparence, nous travaillons ensemble. D'ailleurs, pour informer la Commission, parce que moi, j'essaie toujours d'apporter les informations dont j'ai aussi en ma possession pour éclairer nos débats. La question qui a été posée sur Libération, est-ce que je peux donner une information là-dessus ou pas? Allez-y. C'est en fait une fausse information de Libération. C'est moi qui m'occupais des tracts pendant la campagne. Je n'ai jamais demandé la destruction de ces tracts et je tiens à la disposition de la rapporteure les échanges que j'ai eus avec Libération à l'époque, si vous le souhaitez. Sur le sujet, vous voulez revenir. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, puisque vous avez été convoqué par notre commission, c'est aussi sans doute le regard que vous avez eu sur la dernière élection présidentielle, puisque plusieurs questions. D'une part, c'était la motivation de cette commission. Est-ce que vous, de votre poste d'observateur aussi, de responsable politique, il vous semble que le problème des ingérences étrangères, des tentatives ou des ingérences avérées étrangères a posé question lors de la dernière présidentielle dans le paysage politique français? Et est-ce que vous, en tant que membre de l'équipe de campagne présidentielle, vous avez assisté à des décisions, des réflexions qui pouvaient traduire une forme d'ingérence étrangère ou au contraire des décisions qui étaient prises selon la doctrine de l'équipe de campagne qui était autonome de toute influence étrangère? Nous sommes des patriotes français et tout notre grille de lecture part d'une question simple. Quel est l'intérêt de la France? Il n'y a pas d'autre sujet qui nous intéresse. Et il n'y a pas d'autre influence que la réponse à cette question-là. Donc on est très loin de toutes les influences étrangères. Il n'y a évidemment aucune influence étrangère sur notre réflexion politique. Il ne peut pas y en avoir parce que, par définition, nous sommes des partisans de la nation française et de la souveraineté française. Donc il n'y a aucune tentative, enfin moi je n'ai constaté aucune tentative, et de toute façon toutes les tentatives seraient vouées à l'échec, puisque par nature, par essence, notre combat est le combat d'une France souveraine. Merci, Monsieur Tanguy. Y a-t-il d'autres questions, Madame la rapporteure? Micro. Nous entendons bien ce que vous venez de dire, monsieur le député. Il y a néanmoins, s'agissant du sujet des influences, interférences, ingérences, qui est celui qui intéresse la commission d'enquête, un certain nombre de choses qu'il nous faut rappeler, et notamment, même si encore une fois le pluralisme politique dans notre pays a toute sa place, bien évidemment, mais il y a des déplacements répétés de dirigeants du Front National puis du Rassemblement National en Russie, des votes répétés, tant au Parlement européen sur de très nombreuses résolutions soutenant l'Ukraine ou soutenant et appelant au renforcement des sanctions contre la Russie, sur lesquelles les députés
européens du Rassemblement national n'ont pas eu, par exemple, les mêmes votes que ceux d'autres groupes qui composent le bloc central au sein du Parlement européen et donc la majorité au sein du Parlement européen. Des déclarations extrêmement appuyées de Madame Le Pen envers Vladimir Poutine et d'autres dirigeants de haut niveau du Rassemblement national. Donc tout cela incline quand même à penser qu'il y a eu à tout le moins de très très fortes convergences de vues sur beaucoup de sujets très régulièrement et spectaculairement mis en scène, y compris à un mois du premier tour, je crois, de l'élection présidentielle de 2017. Donc j'entends bien ce que vous dites sur le patriotisme, mais voilà, il faut quand même rappeler, et je pense qu'il est important que nos concitoyens le sachent et en soient pleinement conscients, qu'il y a eu à tout le moins complaisances appuyées qui sont allées jusqu'à, encore une fois, peut-être, c'est un autre sujet, et d'ailleurs je voulais vous interroger à ce sujet, un financement à travers des prêts pendant la campagne présidentielle de Madame Le Pen. Et je voulais d'ailleurs vous interroger à ce sujet. Est-ce que vous avez de près ou de loin été amené à connaître des tentatives de recherche de financement de la campagne présidentielle de Madame Le Pen? Alors, je ferai un commentaire quand même sur votre observation avant de répondre, si vous me permettez. Nos votes ne sont absolument pas honteux. Nos votes, ce sont ceux d'élus libres qui décident en fonction de critères qu'ils estiment légitimes. En l'occurrence, les critères qui fondent nos votes, je vous l'ai dit, c'est l'intérêt national. Nous avons refusé des aides à l'Ukraine au moment où l'Ukraine était sous le coup d'accusations de la Cour européenne, la Cour des comptes européenne, pour son niveau de corruption. À partir de l'invasion russe, nous avons condamné évidemment l'invasion russe et nous avons réfléchi à l'histoire des sanctions, qui était une question évidemment fondamentale. On n'est absolument pas contre les sanctions. On a été contre des sanctions qui pouvaient attenter à l'intérêt économique de nos pays, et notamment des sanctions énergétiques irréfléchies, parce qu'il nous apparaît que, avant de prendre des décisions de guerre énergétique, il faut être sûr de pouvoir les gagner. Or, non seulement on ne l'a pas gagné, on l'a perdu, mais on n'a pas, créé un quelconque préjudice pour la Russie. Un préjudice financier ou un préjudice d'influence, au contraire. Donc notre guerre énergétique ne s'est pas avérée très payante. Je pense qu'on avait une position et qu'on a une position extrêmement ferme en ce qui concerne l'agression russe, mais tout à fait réfléchie sur l'efficacité des sanctions. Il faut des sanctions, mais des sanctions efficaces. Maintenant, s'agissant du prêt russe, qui est un prêt totalement usuraire, qui était à un taux phénoménal, qui n'est pas celui d'une banque amie, contrairement à ce qu'on a pu lire, ce n'est pas des questions dont je m'occupe. Je ne m'occupe absolument pas de financement. Maintenant, le prêt russe, je peux vous le garantir, n'était pas un prêt d'amis. C'était un prêt extrêmement dur pour le débiteur que nous étions. Le rapporteur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les fonctions que vous occupez actuellement, si vous en occupez, dans l'organigramme du Rassemblement national? Aujourd'hui, je suis député européen. Et je suis membre du bureau de la délégation française au Parlement européen, voilà pour l'aspect parlementaire, et je suis membre du bureau exécutif du Rassemblement national, le bureau exécutif étant l'instance de direction des 10 ou 12 responsables du parti.
Je n'ai pas de fonction opérationnelle au sein du parti. Pas de fonction opérationnelle, pas de responsabilité opérationnelle, mais notamment en votre qualité de membre du Parlement européen, vous êtes plutôt considéré comme un conseiller sur les sujets européens et ou internationaux, pourrait-on dire, pour celle qui fut longtemps la présidente du Rassemblement national et peut-être toujours pour l'actuel président. Alors non, je vais vous surprendre peut-être, mais je conseille Marine Le Pen sur un certain nombre de sujets, et sur la question internationale et européenne, ce sont d'autres cellules qui s'occupent de cela. Donc moi, je ne m'occupe pas forcément, évidemment, je peux lui donner mon avis en tant que député européen, mais je ne suis pas du tout spécialiste des questions internationales, mais pas du tout. Donc je m'intéresse plutôt aux questions de fond, aux questions politiques, aux grands débats, etc., ou aux stratégies, mais pas du tout à l'action internationale, qui est un domaine que je ne connais pas. Madame la rapporteure, pardon, je vais terminer. Monsieur Zienzo, là, non, c'est bon, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur Olivier. J'ai une dernière question à vous poser en revenant à la campagne présidentielle de 2017. Puisque il a été établi de façon quasi certaine, ça nous a d'ailleurs été confirmé lors de certaines auditions, d'ailleurs les comptes rendus sont déjà publics, il est quasiment certain que la Russie a essayé de déstabiliser l'élection présidentielle de 2017 en défaveur du président de la République actuel et candidat de l'époque, Emmanuel Macron. Que vous inspire ce fait qui aujourd'hui est documenté de façon quasi certaine, voilà, par les propres services de l'État français? Je n'ai pas d'opinion sur la question. S'il y a une ingérence étrangère, je la condamne, mais je n'ai pas d'informations particulières sur la question. Donc je ne peux pas vous répondre. Évidemment, étant patriote, toutes les interférences étrangères, d'où qu'elles viennent, quel que soit le pays, y compris le pays ami ou faux ami, je m'oppose à cela. Et donc, évidemment, je le condamne. Mais je n'ai pas sur le sujet, sur le dossier que vous évoquez, d'informations particulières. Vous avez terminé ? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais poser une dernière question. J'aimerais revenir sur le fameux mail qui a été un peu le fil conducteur de nos échanges. Et vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure au sujet des belles rencontres. Vous parliez donc à ce fameux Michael. Des belles rencontres que nous avons pu faire grâce à vous, qui seront d'une utilité décisive pour les prochaines élections. Je voulais savoir de quelle rencontre il s'agit, de qui s'agit-il, pouvez-vous nous citer des noms, et en quoi celle-ci pouvait être décisive pour les élections européennes. Merci. Je crois avoir répondu à cette question, Monsieur le Président. Pour tout dire, j'arrive dans une réunion, dans une réception où je ne connais personne. Voilà. Et donc, je remercie de manière, me semble-t-il, très courtoise. J'étais plutôt venu pour rencontrer Mariani, que je ne connaissais pas, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas citer 3 noms de gens qui étaient dans cette réunion. Il n'y a pas eu d'avant, il n'y a pas eu d'après. Vous rentrez dans un endroit où il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes. Voilà. Non, je ne peux pas vous citer de noms parce que je ne les ai pas en tête. C'est des gens qui me sont inconnus, que je n'ai pas notés. J'étais dans un voyage qui était plutôt un voyage touristique et je vous l'ai dit, plutôt footballistique. Alors évidemment, vous prêtez à ce voyage des intentions absolument qui m'apparaissent extravagantes, hein, de complots, de choses, de grands trucs internationaux, etc. Mais il n'y a rien de tout ça. Je suis désolé de vous le dire. Ce mail est un mail de remerciement, comme j'en envoie un certain nombre. J'ai plutôt une plume où j'aime bien écrire, et peut-être que je m'écoute écrire, peut-être aussi, mais j'essaye d'être courtois dans mes échanges épistolaires. D'accord, ok, mais pourtant ce mail a l'air quand même assez explicite, il me semble. Vous parlez de belles rencontres, c'est donc bien des gens avec lesquels vous avez discuté ou que
que vous avez, comment dire, remarqué, et également le fait que... Attendez, je perds sans les lunettes, je suis un peu perdu. Et le fait que vous dites qu'il y a une utilité décisive. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre ces belles rencontres et cette utilité décisive. Je ne vois pas comment c'est possible que vous ne vous rappeliez même pas de qui il s'agit. Ben écoutez, c'est pourtant la vérité. Je vous ai dit que l'intérêt principal que j'avais de cette réunion, que je tirais de cette réunion, c'est les rapports amicaux que j'ai noués avec Thierry Mariani, qui a ensuite accepté de venir sur notre liste. Pour le reste, je ne connaissais pas les gens, je n'ai pas eu... Alors après, ce sont des gens qui ne nous étaient pas hostiles politiquement, hein, évidemment, mais si vous allez dans une réception et que vous parlez à 3 ou 4 personnes et que vous dites à la maîtresse de maison, j'ai fait de très belles rencontres, ça ne vous lie pas pour la vie avec ces gens-là. Moi, je n'ai eu aucun contact avec aucune de ces personnes, mis à part Thierry Mariani, après cet événement. Aucune. Ni avant, ni après. Donc, je suis 6 ans après. Vous admettrez que je peux ne pas me souvenir des noms de ces personnes. Merci, monsieur le député. Je propose que nous levions la séance. Ah, pardon, madame la rapporteure, une dernière question. Oui, je voulais savoir, j'avoue de ne pas avoir consulté le site du Parlement européen et la liste de vos déplacements, mais je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'effectuer des missions d'observation électorale d'autres scrutins, et si oui, dans quel autre pays? Non, madame, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été sanctionné par le Parlement européen. Je n'ai plus droit d'aller vérifier les élections. Avant, je n'en ai fait aucune, mais je n'ai pas eu le temps d'en faire. Et maintenant, je n'ai plus droit. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un peu indolore, parce que je n'imagine pas que le travail d'un parlementaire européen dans la France actuelle, ce soit d'aller vérifier le bon déroulement des élections dans le monde. Merci, monsieur le député. Vous remercie effectivement pour cet échange. Et puis, je propose de lever maintenant la séance.